ARES. Les podcasts de l'ARES. Votre passeport sonore pour mieux connaître et mieux comprendre l'enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles. Zoom. Là où les voix expertes résonnent, où les histoires se dévoilent Et où les idées prennent vie. Et où les idées prennent vie. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'ARES. Aujourd'hui, nous recevons Corentin Gilles, assistant en psychologie au service social de la Haute École de la province de Liège. Ce dernier possède également une expertise en ingénierie de la prévention, notamment dans la gestion des conflits en milieu étudiant et est engagé dans des questions liées au bien-être, au harcèlement et aux enjeux de genre. À travers ses différentes fonctions, il contribue activement à la mise en place de dispositifs de soutien et de prévention destinés aux étudiantes et étudiants. Bonne écoute! Quels sont les premiers signaux qui doivent alerter une étudiante ou un étudiant sur le fait qu'il est en train de perdre pied face à la pression académique, face aux études ? Alors généralement, les premiers signes identifiés, et là je dis bien identifiés, pas ceux qui sont présents en premier, ils seront physiques, ils seront psychosomatiques. Donc c'est-à-dire qu'on va se trouver au niveau de la fatigue, la boule au ventre, maux de tête, difficultés de concentration, etc. Mais comme je dis, ça c'est les premiers signaux physiques qui sont généralement identifiés et pas ceux qui sont présents. Donc c'est-à-dire qu'en dessous de ça se trouvent toutes les émotions, les ressentis, la perte de confiance, l'angoisse, les troubles alimentaires, troubles du sommeil, l'humeur qui fluctue beaucoup aussi. Mais ça, c'est vraiment, théoriquement, si on arrivait à s'écouter facilement, ce seraient les premiers signaux. Mais voilà, souvent, c'est ceux qui arrivent par après, quand on commence à prendre conscience de la difficulté. Et comme je dis, l'angoisse notamment, c'est vraiment un indicateur qui actuellement, je trouve en tout cas, est très présent au niveau des étudiants. C'est quelque chose qui est généralisé souvent maintenant. Et c'est un cercle vicieux, cette angoisse-là, parce qu'elle amène ce décrochage scolaire qui fait que les étudiants ils arrivent moins à s'impliquer dans leurs cours. Et à partir de là, le sentiment de honte se développe. Et avec le sentiment de honte, il y a une augmentation de nouveau de l'angoisse, du décrochage, et ça reste un cercle vicieux. En quoi le fait de partager ses doutes auprès du corps enseignant ou de professionnels permet-il de briser l'isolement et de renforcer la confiance en soi ? L'échange, le dialogue sur ces problématiques-là, ça permet à la fois de se rassurer, parce que finalement, on n'est jamais le seul à vivre ça. Même si on peut le penser très très fort quand on le vit, c'est souvent justement le principe de base, c'est qu'on a l'impression d'être vraiment hyper isolé, hyper différent des autres. Mais en fait, ça permet donc ce dialogue de se rassurer par rapport à ça, du fait de ne pas être seul. Et surtout, ça permet de vider les émotions négatives et de briser le cercle vicieux dont je parlais avant. Donc c'est le fait d'exprimer ses doutes, ses peurs et de comprendre en fait qu'elles sont naturelles, que tout le monde en a à plus ou moins haut niveau. Mais voilà, ça permet d'ôter l'émotion de son poids négatif en fait. Ça permet de se déculpabiliser par rapport à ça, de transformer le poids quotidien en quelque chose peut-être même de positif. Et donc à partir de là, ça permet d'avancer plus facilement. C'est d'ailleurs démontré que cette prévention-là, le fait de parler notamment avec d'autres étudiants, donc avec ses pairs, c'est quelque chose qui est reconnu comme une influence hyper importante chez les jeunes, notamment en termes de prévention primaire. Alors comme je dis, c'est important la prévention par les pairs, c'est vraiment quelque chose de vraiment mis au goût du jour en plus actuellement, mais certains étudiants, j'ai pu le constater, ça ne leur suffit pas, ils ont besoin d'avoir cette interpellation, ce point de vue plus neutre, donc pour les professionnels ou alors plus expérimentés par rapport à l'enseignant, qui permet que la légitimation ressentie soit plus importante. Comment peut-on transformer l'environnement académique pour que l'étudiant ou l'étudiante n'ait plus peur de montrer sa vulnérabilité ou ses difficultés ? Déjà, avant d'arriver vers l'académique, je pense qu'il y a aussi une prise de conscience à avoir, c'est que la reconnaissance de l'importance de la santé mentale a fait un bond en avant. Donc déjà, jusqu'il y a encore pas longtemps, et c'était une angoisse personnelle que j'avais quand j'ai commencé mes études d'assistant psy, c'était finalement, est-ce qu'on va voir un psychologue ou un assistant en psychologie ? Parce que est-ce qu'on n'a pas peur de passer pour fou, tout ça ? Et en fait, c'est déjà quelque chose qui a changé, qui a été modifié. C'est un paradigme qui est différent maintenant de ce que c'était pour, je veux dire, nos parents ou l'époque encore avant pour nos grands-parents, où là, c'était vraiment très compliqué. Donc déjà, il y a cette amélioration-là qui est très présente, qui fait influer les choses dans la bonne direction. Mais à côté de ça, et là, je vais dire, moi, je suis un adepte de la systémique, le tout est dans le tout. Et donc finalement, pour pouvoir mettre quelque chose en place au niveau académique,
il faut que ça puisse prendre en compte cette notion de systémique. Il faut pouvoir accompagner l'étudiant à plusieurs niveaux et pour ça, il y a plein de dispositifs qui sont déjà actuellement mis en place et sur lesquels on peut encore réfléchir, améliorer les choses. Mais il y a déjà pas mal de choses qui sont mises en place parce que l'étudiant n'est pas égal à problème scolaire uniquement en fait. Il y a énormément de choses qui peuvent influer sur cette thématique et c'est pour ça qu'il faut pouvoir l'accompagner, alors évidemment sur la question pédagogique, mais il faut pouvoir aussi l'accompagner, l'aider à mettre en place les actions, les démarches, les réflexions pour diminuer un peu les autres facteurs de stress. Parce que souvent, les facteurs de stress et les difficultés scolaires, ce ne sont que la face émergée de l'iceberg. En dessous de ça, il y a plein d'autres problématiques qui, si elles étaient résolues ou du moins résorbées, elles permettraient à l'étudiant de se concentrer et de déjà avoir cette influence pour dépasser les problématiques scolaires. Je le constate régulièrement au niveau de mon travail. C'est souvent, par exemple, des difficultés familiales qui font que l'étudiant n'arrive pas à se concentrer, est accaparé par il faut pouvoir rentrer, il faut faire le ménage, la SI, il faut travailler pour la famille. Parfois, il faut accompagner les parents dans certaines démarches. Il y a plein de facteurs qui jouent comme ça sur la réussite scolaire et sur cette difficulté qui sont finalement, comme je le disais, la face cachée de ce qu'on ne voit pas. Un étudiant qui vit dans le campus, on voit ses résultats, on voit son attitude en classe, mais on ne voit pas, que ce soit les enseignants ou que ce soit le personnel, s'il n'y a pas le dialogue, on ne sait pas voir quelles sont les difficultés qui amènent à la situation de l'étudiant. Comment s'appuyer sur les professionnels ou ses proches pour qu'un échec soit perçu comme une étape d'apprentissage plutôt que comme une remise en question de ses capacités ? L'idée, en fait, est là, tout vient de la relation aussi avec ses proches et les professionnels. Les professionnels sont justement là pour garantir cette relation très développée. Je veux dire que les proches n'ont pas nécessairement toujours cette facilité de pouvoir avancer vers un feedback constructif. Parce que les proches ont forcément plus d'attentes envers la personne que les professionnels qui sont là uniquement pour accompagner la personne. Mais donc l'idée, c'est vraiment de se retrouver dans cet échange constructif. C'est vraiment accompagner à ce moment-là pour tirer les leçons, effectivement, pour mieux avancer. L'être humain a cette tendance à se focaliser uniquement sur les échecs et pas à se focaliser sur les difficultés qu'il y a eu, et pas à se focaliser sur les petites réussites. Et plutôt que d'avancer comme ça, l'être humain regarde les échecs et rentre dans de nouveau un cercle vicieux où c'est j'ai fait un échec, je suis pas doué, je suis vraiment pas bon, je ne saurais jamais le faire. Et accompagner l'étudiant, en l'occurrence, pouvoir dialoguer et faire émerger justement toutes ces difficultés qu'il a surmontées, toutes ces ressources aussi. L'être humain a cette faculté de se développer à travers les interactions sociales. Et donc, partant de là, il a besoin de ça. Mais ce besoin, effectivement, doit être basé sur certaines valeurs et notamment un certain respect et une certaine volonté d'accompagnement. Est-ce qu'on sent que les établissements d'enseignement supérieur sont à l'écoute aujourd'hui ? Est-ce que la porte est vraiment ouverte quand, en tant qu'étudiant ou étudiante, on ne va pas bien ? Je dirais que oui, la porte est ouverte. Je pense que pour avoir été étudiant moi-même encore récemment et avoir fait mes études sur une certaine durée, pour le dire comme ça s'est développé énormément. Les portes sont de plus en plus présentes. Comme je le disais, il y a beaucoup de dispositifs qui sont mis en place et notamment pas uniquement axés sur le bien-être directement. Donc je vois beaucoup les services d'accompagnement à la réussite, les services de mentorat, tutorat et plein de choses en fait qui sont des portes ouvertes pour amener vers le service professionnel qui est derrière. Finalement, l'école ou l'établissement d'enseignement supérieur, c'est une grande machine, mais une grande machine où les acteurs sont reliés. L'idée, c'est effectivement d'avoir cette notion de transversalité et de stratégie commune, de valeurs communes. Et c'est pour ça que je pense que oui, les portes sont ouvertes. À travers un service, à travers un professionnel, on peut relativement facilement arriver à mettre en place beaucoup de choses autour de l'étudiant et notamment pour son bien-être. Alors, c'est pas toujours facile. Évidemment, là, je pense à la relation enseignant-étudiant. Les enseignants qui doivent voir je ne sais combien d'étudiants par jour, pour eux, se pencher sur toutes les situations individuelles, c'est forcément plus compliqué. Mais comme je disais, à côté de ça, il y a d'autres dispositifs pour permettre de prendre en charge et d'accompagner les étudiants, même si une des premières portes est compliquée à franchir. Concrètement, quel mécanisme de communication ou de régulation des conflits recommandez-vous pour gérer les désaccords entre votre groupe, par exemple, avant qu'ils n'impactent la santé mentale des étudiants ? Les travaux de groupe, vaste sujet. Je fais partie de la cellule contre le harcèlement dans mon établissement. On voit que c'est souvent sujet de discorde, effectivement. Mais ici, je dirais que les stratégies de communication, c'est vraiment la communication non violente et l'assertivité. L'idée, c'est de pouvoir exprimer ses besoins, de pouvoir exprimer son ressenti, sans aller dans l'agressivité ou dans l'attaque de l'autre. C'est pas facile, clairement, ça reste compliqué et ça demande beaucoup de pratique et de redondance. Encore une fois, je pense que les notions principales sont vraiment celles de respect mutuel, des valeurs communes de respect, d'écoute
et surtout de bienveillance. Il faut bien se rendre compte qu'on n'est pas seul, que les autres sont au même stade que nous, peu s'en faut, en tout cas quand on est étudiant, et qu'on travaille tous vers un objectif qui est à la fois individuel, parce que c'est sa réussite personnelle, mais qui est commun, parce que c'est la réussite de manière globale. Et souvent, on perd ces objectifs-là de vue, mais comme je dis, la communication non violente et l'assertivité, pour ceux qui savent, ça reste les outils principaux, je pense, parce qu'à partir du moment où on est déjà dans la négociation, on est déjà trop loin dans le processus. On est déjà allé beaucoup trop loin si on doit tirer vers quelque chose qui est de l'ordre de la résolution de conflits. Évidemment, la prévention, c'est celle-là. La prévention primaire, ça passe par les étudiants eux-mêmes durant ces moments-là. Merci d'avoir répondu à mes questions. Les podcasts de l'ARES. Merci d'avoir embarqué avec nous dans cet épisode du podcast de l'ARES. Retrouvez nos interviews, nos tables rondes et nos reportages sur votre plateforme de podcast. À bientôt Pour de nouvelles découvertes.